monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour un nouveau bilan culturel. Ça fait super longtemps que je vous ai pas proposé ce format et je suis ravie qu'il soit de retour sur la chaîne, surtout que vous avez été quelques-uns à me le demander. Si vous ne connaissez pas le principe, je vous parle aujourd'hui de ce que j'ai consommé au niveau culturel, hormis les livres évidemment, vu que toutes mes autres vidéos sont consacrées aux livres. Donc je vous parlerai aujourd'hui de séries, de documentaires et de films. On va commencer avec les séries. Dans ma dernière vidéo bilan culturel, je vous avais dit que je re-regardais tous les frères Scott. J'ai regardé les saisons 3, 4 et 5. J'ai pas grand chose à vous en dire de plus, à part qu'à partir de la saison 5, ça devient quand même moins bien parce que les protagonistes ont vieilli et on sent, là je suis à la saison 6, on sent que les scénaristes commencent à tirer sur la corde et qu'ils sont un peu essoufflés. Après voilà, je vais pas vous parler pendant 3 heures des frères Scott, c'est une série qui est hyper vieille et que je pense beaucoup d'entre vous ont déjà vu, au moins en partie à mon avis. Je voulais aussi vous parler de la série phénomène Squid Game. Alors là, en janvier, ça fait un peu bizarre de vous parler de ça parce que on en a surtout beaucoup parlé en octobre. Je l'ai regardé au moment de sa sortie, mais comme j'avais pas fait de vidéo bilan culturel depuis, je vous en ai en fait jamais parlé. Squid Game, bon, je vais vous résumer en très grosses lignes parce que je pense que vous en avez tellement entendu parler que vous en avez peut-être marre. Quoique, j'arrive vraiment là après la vague, donc vous avez peut-être même déjà un peu oublié. Squid Game, c'est des gens qui sont surendettés et qui vont être invités à participer à un jeu. En fait, ils vont avoir plein de petites épreuves qui s'apparentent à des jeux enfantins. Et s'ils gagnent tous ces petits jeux, ils gagnent beaucoup d'argent à la fin. Mais s'ils n'y arrivent pas, il meurt. Et on va rencontrer comme ça plusieurs personnages enfermés dans cette arène qui vont devoir s'affronter sur des petits jeux de notre enfance. Après, c'est pas forcément des jeux qu'on connaît nous parce que c'est une série coréenne. Donc il y a quelques jeux qui sont assez universels, mais il y a des jeux que on ne connaît pas, dont le fameux Squid Game, mais je n'en dirai pas plus sur les jeux. C'est une série que j'ai beaucoup aimée déjà parce que je regarde pas beaucoup de productions coréennes, à mon grand regret, c'est dommage. Je me cantonne beaucoup aux productions françaises, américaines, à la limite anglaise, mais je m'aventure pas tellement en dehors de ça et c'est dommage parce que là j'ai adoré la proposition qui a été faite. J'ai beaucoup aimé le premier épisode parce que avant d'entrer dans l'arène, on va vraiment développer le personnage principal à fond et j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, hyper intéressant au niveau sociologique, donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et puis j'ai beaucoup aimé le principe du jeu, si vous voulez c'est un peu des principes à la Battle Royale ou Hunger Games, avec cet affrontement, avec le fait qu'il faut survivre et pour cela, il faut que les autres meurent. Et j'ai trouvé que c'était intelligemment pensé et que c'était vraiment hyper intéressant. Les personnages sont assez bien développés et surtout, il y a une tension qui est tout le temps présente tout le long de la série. Mon seul regret, c'est le dernier épisode que j'ai vraiment trouvé moins bon que l'ensemble de la série. Donc j'ai été à fond pendant 8 épisodes. Le 9e est un peu retombé comme un soufflé. Peut-être même une partie du 8e. En fait, quand on a l'explication et la résolution de tout, j'étais vraiment pas terrible. J'ai pas trouvé ça ouf, mais le reste de la série, j'ai vraiment trouvé ça très bon. Et même si elle a été ultra médiatisée, je trouve que ça le mérite. Bien sûr, il y a eu toutes les dérives qu'on connaît dans les cours de récré, etc. Ça, c'est extrêmement dommage, mais la série en tant que telle, qui est faite pour des adultes, est très appréciable, je trouve. Je vous parle pas ici de tout ce que j'ai regardé, sinon on va y passer 3 heures. J'ai notamment regardé la saison 3 de You. J'ai pas grand chose à en dire, à part que j'ai beaucoup aimé cette saison 3. You, c'était dans la saison 1, l'histoire d'un stalker, bibliothécaire ou libraire, je sais plus, qui avait repéré une jeune fille et qui la suivait partout pour tout connaître de sa vie, qui la stalkait sur les réseaux sociaux. Et bref, l'histoire évolue. Saison 3, on est sur quelque chose de totalement différent des 2 premières saisons. Moi, j'adore les acteurs, les 2 acteurs principaux de cette série. Je trouve que faut pas non plus trop tirer sur la corde avec cette série-là. Ils vont faire une saison 4 et j'espère qu'après, ce sera définitivement fini parce que j'ai pas envie qu'ils gâchent la série en faisant cette saison parce que ça fonctionne. Niveau série, j'ai aussi commencé 50 ans après tout le monde la série The Office. J'ai regardé les 2 premières saisons. The Office, c'est comme son nom l'indique, la vie d'une entreprise dans les bureaux et on va suivre cette entreprise, mais alors c'est pas une entreprise comme les autres. C'est une entreprise qui vend du papier. Bon, jusque-là, rien de bien bizarre. Mais en fait, l'équipe qui la compose est complètement farfelue. Surtout
le patron Michael Scott, qui est interprété brillamment par Steve Carell. Et alors, tous les employés sont un peu bizarres à leur manière. Ils ont tous des caractéristiques bien particulières qui font qu'on s'attache à eux ou qu'on les aime pas trop ou qui nous font franchement rire. Par contre, pour cette série, il faut rentrer dans le délire. Si vous n'aimez pas l'humour absurde et l'humour gênant, n'essayez même pas, ça ne marchera pas parce que c'est un humour hyper gênant. La première saison est un peu particulière, déjà elle est très très courte, je pense que c'était un peu un essai pour eux, pour voir si ça allait marcher et plaire au public. La saison 2 est beaucoup plus longue, là je suis dans la saison 3, et en fait au plus j'avance, au plus j'aime, parce que je suis maintenant complètement attachée à certains personnages, et ce Michael Scott qu'on trouve hyper énervant au début, parce qu'en fait c'est vraiment le mec qui dit que des trucs débiles, donc au début on l'aime pas franchement, mais il devient attachant. Et la plupart des personnages, c'est comme ça. Si on a des a priori sur eux, ils peuvent devenir attachants. Et puis, il y a quand même des personnages cultes dans cette série, notamment Dwight, qui est inimitable. Et j'ai pas précisé, mais c'est sur Netflix. Je vais passer aux films. D'abord, je vais vous parler des 2 films que j'ai été voir au cinéma. Le premier, c'est House of Gucci de Ridley Scott. J'ai à la base été le voir pour Lady Gaga, et puis avec ma maman on voulait vraiment aller le voir à 2, et en fait au-delà de Lady Gaga j'ai adoré le film. Donc elle partage l'affiche avec Adam Driver qui est un excellent acteur je trouve, et c'est l'histoire de la famille Gucci. Peut-être que vous connaissez le fait divers qui entoure cette famille, moi je le connaissais pas. Ma maman le connaissait, donc je sais pas si c'est mieux de regarder le film en le connaissant ou pas, mais si vous, comme moi, vous êtes dans l'ignorance, si vous voulez regarder le film, n'allez pas voir sur internet, parce que même si vous tapez juste le titre du film, on vous explique tout de suite en une ligne le fait divers, et ça survient tout à la fin du film. Donc ne vous gâchez pas un petit suspense si vous voulez en maintenir un en allant regarder ça, en tout cas c'est mon conseil. Donc c'est l'histoire de la famille Gucci et on va suivre en particulier Mauricio qui est un des héritiers des Gucci. En fait pour l'instant, au moment du film on est dans les années 70 en Italie, c'est son oncle qui gère un peu l'image de marque de Gucci, qui gère la création de vêtements, etc. Et son père travaille aussi chez Gucci, mais lui il est beaucoup plus austère, beaucoup plus sérieux. Et Mauricio, il veut devenir avocat, il ne veut pas spécialement travailler dans la mode, ça l'intéresse pas franchement, c'est juste que ça lui a amené une vie confortable, mais c'est pas son rêve de bosser chez Gucci. Et il va rencontrer Patricia, une jeune femme qui se fait remarquer, qui est assez exubérante, qui est assez pleine de vie en fait, interprétée par Lady Gaga, et ils vont tomber amoureux, se marier, et elle va un peu changer sa vision à lui de l'entreprise Gucci. Je vais m'arrêter là pour le résumer. C'est un film qui est très long, donc évidemment ça fait 2 heures, 2 heures et demie, un truc comme ça, donc évidemment sur des films de cette longueur-là, je trouve que c'est assez inévitable d'avoir des petites longueurs. Pour moi, c'est vraiment vers la fin du film qu'il y a eu quelques moments un peu longs, mais à part ça, dès le début, j'ai été happée, et c'est surtout le jeu des acteurs qui fait que je me suis énormément attachée à cette histoire. Je trouve le duo d'acteurs incroyable, et puis il y a plein d'autres acteurs super en arrière-plan. Le seul qui m'a un peu dérangée dans le film, c'est Jared Leto qui joue le cousin de Mauricio, qui est complètement métamorphosé. Si vous ne savez pas que c'est lui, c'est difficile de le reconnaître. Pourquoi il m'a dérangée? Parce que je trouvais qu'il surjouait pas mal dans le film, mais après ça c'est un avis tout à fait personnel. Mais j'ai trouvé l'histoire hyper intéressante, que vous soyez intéressé par la mode ou pas, parce que moi ça m'intéresse pas franchement, l'histoire des grandes maisons de couturiers, mais ici c'est une histoire tellement particulière que même si vous n'êtes pas familier avec l'univers de la mode et que c'est pas un truc qui vous passionne outre mesure, le film en reste passionnant parce qu'il se passe tellement de choses, on est tellement dans les relations entre les personnages de cette famille, un peu les coups bas, le fait de se tirer dans les pattes, comment se faire le plus d'argent possible. Enfin, il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées et qui sont vraiment super bien exploitées, je trouve. Moi, j'ai trouvé que c'était un vrai bon film et j'ai passé un très très bon moment. Le deuxième film que j'ai été voir au cinéma, c'est Spencer. Par contre, je suis désolée, je ne sais pas le nom du réalisateur, je vous l'indiquerai juste ici, avec Kristen Stewart. C'est une partie très très romancée de l'histoire de la princesse Diana. On est
à la période autour de Noël parce qu'on va suivre la veille de Noël, le jour de Noël et le lendemain de Noël. Et on est à une époque où Diana est déjà vraiment lassée par toutes les conventions de la famille royale. Ça se passe pas du tout bien avec Charles. Et tout ce sur quoi elle peut compter, c'est ses deux fils qu'elle aime profondément. Mais à part ça, toutes ces injonctions qui pèsent sur ses épaules à cause de son statut de princesse, ça lui pèse beaucoup. Toutes les règles qu'elle doit respecter dans cette famille, notamment imposées par la reine d'Angleterre, ça lui pèse beaucoup. Le fait que son mari ne soit plus du tout proche d'elle, ça lui pèse beaucoup. Et on va suivre une Diana comme ça qui frôle toujours un petit peu la folie et qui n'est pas hyper stable mentalement. C'est aussi pour ça que je vous dis que c'est très romancé parce que je sais pas quelle est la part de vrai dans tout ça parce qu'on touche tellement à l'intime de Diana que je sais pas si des personnes externes auraient pu savoir ça, mais c'est très bien fait et tout repose sur le jeu de Kristen Stewart qui est excellente dans le film. Le seul truc qui me gêne, c'est que je trouve qu'elle ressemble pas à Diana. En tout cas pas vraiment, et quand je vais voir un biopic d'une personne que je connais, c'est vrai que j'aime bien être saisie par une ressemblance physique. Après c'est pas très grave parce que le jeu d'actrice compense. C'est un film très 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 esthétique. On est vraiment dans la recherche des belles images, des beaux costumes. Il y a certaines scènes qui sont mises en musique avec juste des belles robes et Kristen Stewart dans la nature, etc. Et on a l'impression presque de regarder un clip vidéo, c'est très très beau. Et on sent que c'est un peu un film fait peut-être pour les récompenses, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un côté hyper léché au film, il y a une photographie hyper soignée, des costumes soignés, et l'intrigue est pas pleine de rebondissements, pas du tout. Pour autant, on ne s'ennuie pas en regardant le film, mais c'est un film assez particulier. Et alors aussi, petit trigger warning, parce que ça parle du trouble du comportement alimentaire. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous heurte, n'allez peut-être pas le voir parce qu'il y a quand même des scènes pas hyper chouettes à ce niveau-là à regarder. Je vais vous parler de 3 autres films. Les 2 premiers, c'est des films que j'ai vus sur Netflix. J'ai regardé un film que je pense presque tout le monde a regardé sur Netflix en même temps. C'est Don't Look Up, le film avec le casting incroyable. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill. Enfin, il y a vraiment un casting de ouf, et j'oublie sûrement quelqu'un de super connu en citant les noms comme ça, Cate Blanchett, enfin il y a vraiment plein d'acteurs stars quoi, et ça donne envie de regarder le film, et surtout le sujet me parlait et me donnait envie de regarder le film, parce qu'un casting c'est bien beau, mais s'il n'y a rien derrière, c'est un peu plus dommage. Après, je suis toujours plus ou moins ok avec les choix scénaristiques de Leonardo DiCaprio, je me suis jamais dit qu'il avait joué dans un film complètement naze, donc en général, je me laisse facilement convaincre. Don't Look Up, c'est un film satirique qui va parler au départ de 2 astronomes, une étudiante et son professeur, qui vont se rendre compte qu'une comète va venir s'écraser sur la Terre et va réduire la Terre à néant, et que le crash devrait avoir lieu d'ici 6 mois. Donc ils se rendent compte que ça va sans doute être la fin de l'humanité, et évidemment ils paniquent, ils font tous les calculs pour vérifier que ce soit bien ça, et oui, c'est bien ça. Et une fois qu'ils sont sûrs de cette nouvelle, ils veulent la répandre pour que tout le monde puisse être au courant, qu'on puisse essayer de mettre des choses en place pour se sauver et pour sauver l'ensemble de l'humanité. Et d'abord, ils vont aller à la Maison Blanche, rencontrer la présidente des États-Unis, qui n'est autre que Meryl Streep, qui est un peu un portrait au féminin de Donald Trump, en tout cas moi je l'ai interprété comme ça. Ça marche pas, ils vont essayer d'aller voir les médias, ça marche pas, et on va suivre leur lutte pour essayer d'alerter la population, et c'est très compliqué parce que la population, les médias, tout le monde fait la sourde oreille. Forcément, quand je vous dis ça, ça vous fait peut-être penser à des situations actuelles, notamment en termes de réchauffement climatique. C'est compliqué de pas faire des liens avec ce qu'on vit, nous. C'est fait pour ça, hein. C'est fait pour faire des parallèles avec notre société à nous, et les parallèles, on les fait très très aisément. Ce qui est assez particulier, c'est que c'est un film ultra satirique et donc très caricatural dans les traits des personnages. Il y a notamment un personnage interprété par Ariana Grande qui est hyper caricatural, et tout le monde l'est. Tout le monde est plus ou moins caricatural, mais tout le monde joue super bien son rôle. J'ai vraiment trouvé que c'était un chouette film. Après, il y a un ton particulier. Je sais qui jouait dans le casting. Il y avait Timothée Chalamet et je l'adore. Mais donc, il y a un ton
hyper particulier. Il faut rentrer dans ce délire-là. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était un film vraiment bien construit, bien amené, bien pensé, mais barré. Autre film Netflix que j'ai regardé, que j'avais envie de voir depuis longtemps, c'est Lady Bird de Greta Gerwig avec Saoirse Ronan et Timothée Chalamet. Et il est aussi dans le dernier film dont je vais vous parler, donc vous voyez, quand j'ai une obsession comme ça avec un acteur, faut pas chercher à comprendre. Lady Bird, c'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle de mémoire Christine ou Christelle, mais je pense pour Christine. Et elle veut plus qu'on l'appelle Christine, elle veut que tout le monde l'appelle Lady Bird, y compris ses parents. Et elle est un peu en rébellion contre le monde, elle va dans son école hyper catho, ça l'intéresse pas vraiment. Il faut s'inscrire pour la fac, et elle essaye de faire un choix, de savoir ce qu'elle veut faire de sa vie. Elle est en conflit assez régulier avec sa mère et en même temps, elle va vivre ses premières aventures amoureuses. Donc, grosso modo, c'est l'histoire d'une ado qui se cherche, qui fait des bêtises, qui grandit, qui cherche sa voie. C'est pas un scénario hyper original quand je vous le dis comme ça, mais pourtant, il y a un ton que j'ai adoré dans le film. Déjà, j'ai adoré la performance de Saoirse Ronan que je trouve hyper bonne actrice. Je l'ai pas vue dans beaucoup de films, mais à chaque fois, je la trouve très impactante à l'écran et je trouve qu'elle joue super bien et j'aime bien cette fille. Et je trouve que c'est pas un énième film sur les ados avec les conflits parents-enfants. Il y a toutes ces thématiques-là, mais le ton est foncièrement différent et j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai pas grand chose à vous en dire parce que c'est un film dans lequel il se passe pas grand chose et il n'y a pas une grosse intrigue, c'est juste la vie, mais c'est bien écrit et c'est bien joué et ça suffit pour passer un très bon moment. Le dernier film dont je voulais vous parler, c'est Beautiful Boy avec Steve Carell et Timothée Chalamet. C'est un film pas du tout humoristique pour le coup parce qu'avec Steve Carell on peut se dire que c'est toujours que des comédies, mais pas du tout. Ça va parler d'une relation père-fils avec un fils qui plonge dans la drogue et qui a une addiction terrible, qui n'arrive pas à s'en sortir, et tout le film va parler de ça. Ce qui est assez déconcertant, c'est que le film est construit en puzzle, et c'est un peu difficile de comprendre toute la chronologie, parce que vous avez des scènes qui se passent à différentes périodes, mais on vous explique pas vraiment dans quel ordre les événements se sont passés. Pour certains, c'est évident, pour d'autres, non. Je trouve que la justesse entre les personnages fonctionne bien. C'est hyper bien écrit, il y a un message très fort. Après, c'est quand même un petit peu lent, et puis moi il y a cette chronologie qui m'a perdue, mais globalement c'est un beau film que j'ai trouvé très puissant. Et je finis cette vidéo avec deux documentaires musicaux. Le premier, c'est le documentaire sur Angèle. Ça, c'est un documentaire qui fait 1h15, 1h30 sur Angèle, sur sa carrière, sur la préparation de son dernier album. J'adore Angèle, j'adore faire la fangirl avec Angèle, je regarde presque toutes ses interviews, toutes ses covers, enfin bref, je l'adore quoi. Donc j'étais obligée de regarder ce documentaire. La question ne s'est pas posée, je l'ai regardé le jour où il est sorti. J'ai trouvé que c'était chouette, qu'il y avait un côté très authentique. On voit sa famille, on voit ses parents, on voit sa grand-mère. Elle va aborder des sujets assez profonds, notamment son coming out, notamment les agressions sexuelles dont a été accusé son frère. Bon, elle en parle vraiment à demi-mot, mais elle en parle. En même temps, c'était difficile d'ignorer ce sujet quand elle a fait le reportage. Aujourd'hui, c'est difficile pour elle, à mon avis, de nier ce qu'a fait son frère et de ne juste pas en parler. Ce que je trouve hyper agréable avec Angèle, c'est qu'on va rentrer dans son quotidien, mais qu'on n'a pas l'impression que c'est une star, on a l'impression que c'est une fille normale, une fille comme les autres. Et il y a ce sentiment de regarder quelqu'un de gentil, de simple et de chouette, quoi. Donc j'ai vraiment bien aimé. Mais l'autre documentaire, pourquoi je prends un bic? L'autre documentaire que j'ai regardé, il a été encore plus fort. C'est le documentaire Montre jamais ça à personne d'Orelsan. C'est un documentaire sur la carrière d'Orelsan en 6 épisodes. En fait, ce qui est vraiment génial, c'est que le frère d'Orelsan a toujours été passionné par l'audiovisuel. Et donc, il a toujours filmé son frère depuis qu'il est jeune. Caméra au point, il suivait ce que faisaient son frère et ses potes. Quand il créait de la musique, il s'est dit « Ah, là, il y a un bon filon. » Je pense qu'il s'est toujours dit que son frère allait percer. Et donc, il fallait un peu compiler tous ces moments. Et ça donne des images d'archives géniales. Et en comparaison du documentaire d'Angèle qui a été tourné sur, je sais pas, quelques semaines,
Celui-ci, il est tourné sur des années et des années. On voit Orelsan tout jeune, quand il avait 15-16 ans, on le voit grandir, on voit tous les moments forts de sa carrière parce que son frère était là à le filmer. Et il y a un truc qui nous rapproche vraiment de lui. Évidemment, on parle de ses bad buzz, surtout son bad buzz, quand il avait été accusé de misogynie et d'incitation à la haine pour une certaine chanson. Et c'est vraiment super bien fait parce que on prend pas parti. Forcément, il se défend, mais sur ce coup-là, je trouve qu'il se défend pas super bien encore aujourd'hui. Bref, ça c'est un autre débat. Et on le voit grandir, on le voit évoluer, on voit comment sa carrière a pu décoller. On voit comment il a été accompagné sur toutes ses chansons, sur tous ses albums. Et c'est assez génial de voir ça. Et ça rend le personnage encore plus attachant parce qu'on le voit dans la simplicité de la vie. On voit que même maintenant, c'est pas un mec qui a pris la grosse tête. Et c'est hyper cool. Même si vous êtes peut-être pas hyper fan d'Orelsan, je pense que c'est un documentaire qui est intéressant à regarder. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu un de ces films, une de ces séries, un de ces documentaires. N'hésitez pas à me faire vos recommandations parce que tous les soirs avec mon copain, on cherche un film à regarder. Donc si vous avez des idées de films, surtout, parce que séries, je suis pas sûre de vous suivre, mais films, il y a plus de chances. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Gros bisous!